Hey, bonjour tout le monde! Déjà ma deuxième vidéo, déjà, c'est un long mot quand même. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir vous parler, dans le fond, d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, ce sont les ateliers, sauf que, dans le fond, ce que je vais venir vous présenter aujourd'hui, ce sont des stratégies pour nous aider à mettre les ateliers un petit peu plus... de pousser en fait un peu plus notre pratique au niveau des ateliers en classe. Je vais parler entre autres de la formation des équipes, de l'explication des ateliers qui gruge énormément de temps, au niveau de comment est-ce que je planifie mes ateliers, puis au niveau aussi de différentes stratégies qu'on peut mettre rapidement en place pour, dans le fond, faciliter l'autonomie de nos élèves. Donc, la première chose, c'est la formation des équipes. C'est sûr que si notre but de faire des ateliers, c'est d'avoir un sous-groupe, c'est-à-dire que l'enseignant est assis à une table avec un groupe d'élèves pour réenseigner une notion ou pour intervenir au niveau de l'intensification d'une rééducation d'une notion, mais il faut que le reste de la classe, eux, soient en atelier de façon autonome. Puis c'est sûr que là, probablement que notre critère pour former les équipes, ça va être soit au niveau d'un besoin. Donc, par exemple, on va rassembler les élèves selon un besoin. Exemple, l'accord du verbe avec le sujet. Bon, on va mettre les élèves que pour eux, c'est plus difficile ensemble pour pouvoir enseigner à eux de façon plus efficace. Par contre, si notre but de faire des ateliers n'est pas nécessairement les sous-groupes, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut changer dans le fond la recette pour pouvoir varier en classe. Première des choses, c'est la façon aléatoire. Donc, parfois, les élèves n'aiment pas toujours ça. Donc, nos grands cocos, quand on leur dit « OK, c'est moi qui font les équipes », leur première réaction, c'est « Mais on peut essayer peut-être de rendre ça un peu plus agréable. » Donc, j'ai des cartes qui sont à l'école. Dans le fond, avec des couleurs ou avec des jumelages d'objets. Le lien sera dans la description pour, dans le fond, juste changer la façon de faire ça aléatoire. Une autre façon de créer des équipes, c'est au niveau de jumeler les forces d'élèves. Donc, par exemple, on peut mettre 2 élèves forts avec 2 élèves faibles pour qu'ils aillent entraide. Sinon, on peut aussi les placer par comportement. Alors, c'est-à-dire, par exemple, un élève qui est extrêmement bavard, mais on peut le mettre avec des élèves qui sont moins pour pouvoir équilibrer l'équipe. Ou encore, on peut aussi les placer par attitude et motivation, c'est-à-dire au niveau de, par exemple, un élève qui peine à s'activer, on peut le mettre avec des élèves qui sont très entreprenants pour que l'atelier puisse se dérouler sans trop d'obstacles. C'est sûr que là, au niveau du nombre d'élèves par équipe, ça dépend de votre niveau de confort. Donc, la plupart des jeux que moi j'ai, soit que c'est moi qui le fais ou des collègues comme prof à la 2 ou apprendre à apprendre, souvent, ce sont des ateliers qui sont faits pour 4 élèves. Donc, par exemple, moi, cette année, j'ai 24 élèves. Et si je les sépare, dans le fond, en équipe de 4, ça me fait 6 équipes. Ce qui veut dire que je dois prévoir 6 ateliers pour faire une série complète. C'est sûr que vous pouvez faire des équipes de moins ou de plus, ça va toucher le nombre d'ateliers dont vous allez avoir besoin pour faire une organisation qui fonctionne. Personnellement, je change aussi mes équipes à chaque série d'ateliers pour faire changement, puis aussi pour, dans le fond, que les élèves puissent travailler un petit peu avec tout le monde pendant l'année. Au niveau de ma planification, c'est sûr que moi, cette année, il faut que je tienne compte du fait que j'ai ma classe multi. Donc, parfois, ça me demande que pour un même atelier, je dois prévoir 2 jeux ou 2 ateliers ou 2 activités parce que mes 4e années ne peuvent pas faire nécessairement la même chose que les 5e années. Mes ateliers sont déjà organisés par notion, à peu près. Ce qui veut dire que, par exemple, là, si je veux faire une semaine d'atelier de révision sur la mesure, ben là, je vais aller fouiller dans mes ateliers et je vais sortir tous ceux qui sont sur, par exemple, la mesure. Ensuite de ça, je vais soit choisir parmi ceux-là ou encore, si par exemple, j'ai vraiment des notions précises que je veux réviser, ben je vais aller chercher les ateliers qui sont correspondants à ceux-là ou je vais simplement en choisir 6 parmi les ateliers. C'est sûr aussi que pour permettre à la période d'atelier d'être le plus calme possible, j'évite de mettre 6 jeux. Okay? Donc, j'essaie toujours d'aller choisir des ateliers qui se font soit seuls ou en équipe de 2. Des fois, ça parle un peu moins. Puis d'autres en équipe pour permettre, dans le fond, de gérer le niveau de son sans nécessairement avoir à intervenir. Par la suite, je les numérote tout simplement. Parfois, j'essaie d'alterner, donc en mettre un seul, un en équipe, un seul en équipe. Comme ça, les élèves ne sont pas, par exemple, 4 périodes de suite seuls, pendant qu'il y en a qui font des jeux pendant plusieurs périodes de suite. Donc, j'essaie au moins d'alterner pour pouvoir permettre de répondre aux besoins de tout le monde. Ensuite,
l'explication des ateliers. Bon, c'est bien beau organiser tout ça, mais il faut les expliquer aux élèves. Parce que si on ne prend pas le temps d'expliquer ça aux élèves, c'est sûr que ça va finir en question. Puis, si notre but était de faire du sous-groupe, donc d'être tranquille avec 4-5 élèves, ben si on passe notre temps à dire « Non, c'est pas comme ça. Non, faut que tu passes ton tour. Oublie pas, il y a un dé. Oublie pas, il y a un pion. » On n'y arrivera pas. Donc là, ce que je veux, dans le fond, venir vous partager, ce sont des stratégies pour venir à bout d'expliquer les jeux sans avoir à expliquer tous les jeux. Donc là, je vous rappelle que si, par exemple, vous suivez mon modèle, moi, j'ai 6 ateliers par semaine. Puis j'en fais pas toutes les semaines, là, j'en fais comme aux 2-3 semaines. Mais ça veut quand même dire que cette semaine-là, je dois expliquer 6 ateliers. Donc ça fait quand même beaucoup de boulot. C'est sûr que les élèves vont être en surcharge cognitive. C'est sûr qu'une fois que je vais les placer en atelier, ça va créer des problèmes. Pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce qu'ils s'en souviendront pas. Donc dans le fond, on peut utiliser des moyens pour pouvoir se faciliter la vie à ce niveau-là puis pas trop être découragé. La première stratégie que j'aime beaucoup, c'est de jouer à un jeu plus complexe parmi notre série en grand groupe avant. Donc, ça peut être fait soit la semaine d'avant, puis c'est pas obligé d'être une partie complète qui dure 25 minutes. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise ma caméra de document où je vais placer la planche de jeu en dessous pour la montrer au TNI. Puis si, par exemple, le jeu demande 4 joueurs, bien, je vais séparer mon groupe en 4 équipes. Puis, on fait une partie de 5 ou 6 minutes. Donc, juste le fait que tout le monde a joué en même temps, une fois que le jeu sera en atelier, les explications vont être déjà claires. Donc, ça peut être vraiment une bonne solution, surtout si vous avez des jeux qui sont plus complexes. Ensuite, on peut nommer des élèves responsables. Donc, c'est sûr qu'avec mes plus vieux, c'est beaucoup plus facile. Donc, par exemple, je peux choisir 2 ou 3 élèves sur base volontaire ou non, je vais leur demander, par exemple, de rester soit au dîner ou à la récréation pour s'approprier un jeu et eux vont être en charge d'aller l'expliquer à l'équipe. Donc, par exemple, si j'installe mes élèves en période d'atelier, ces élèves-là vont aller dans les équipes expliquer leur atelier et ensuite vont retourner dans la leur pour faire ce qu'ils ont à faire. Ça fonctionne vraiment bien. Ça demande 3-4 minutes au début de la période d'atelier. Puis les élèves, souvent, bien, ils se sentent valorisés, ça leur donne une responsabilité. Puis c'est pas obligé d'être un élève qui est fort en la matière pour pouvoir expliquer le jeu. Moi, je les ai même déjà utilisés pour les envoyer dans d'autres classes pour expliquer le jeu que je faisais à d'autres élèves dans les classes de l'autre niveau. Donc, ça peut être aussi une belle façon de valoriser nos élèves. C'est sûr que utiliser des ateliers qui sont semblables, ça veut dire que le même atelier a toujours les mêmes règles, mais les notions changent. Ça aussi, c'est gagnant. Je vous donne un exemple. J'ai une série d'ateliers sur les classes de mots que c'est toujours le même jeu. C'est juste la thématique qui change. Donc, j'en ai un d'Halloween, un de Noël, un de Pâques, un de Saint-Valentin, ce qui veut dire que je l'explique seulement une fois au début de l'année. Puis le reste du temps, quand je le ressors, bien, les élèves savent déjà jouer. Donc, pas besoin d'explication. L'autre stratégie que j'utilise, c'est comme je vous ai dit tantôt précédemment, c'est que j'essaie d'alterner les ateliers simples et les ateliers complexes dans une même série d'ateliers. Alors, par exemple, moi, j'aime ça que certains ateliers dans ma série soient des cartes à tâches. Ce qui veut dire que je n'ai pas besoin d'expliquer ça à mes élèves. Ils savent comment faire des cartes à tâches. Donc, ça reste que ça me sauve encore une fois de l'explication. C'est sûr que ça n'enlève pas toute l'explication que j'ai à faire. J'en explique quand même 1 ou 2 selon la série. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire souvent, je vais le faire dans la même journée qu'on débute la série d'ateliers, mais pas collé. Donc, par exemple, je vais prendre 5 minutes le matin pour l'expliquer. Parfois, je vais utiliser ma caméra de document pour que les élèves puissent bien visualiser comment est-ce qu'on organise le jeu. Puis, un petit peu plus tard, soit par exemple, tu sais, le 5 minutes avant la récré ou après avant qu'on commence une nouvelle période, ben, j'en profite aussi pour pouvoir l'expliquer à ce moment-là. Donc, on essaie de varier ces différentes stratégies-là pour avoir le moins de jeux expliqués possible pour pas que les élèves soient surchargés cognitivement et ça évite des questions. Finalement, j'ai un autre truc après aussi. C'est au niveau des solutions pour faciliter et encourager l'autonomie. Ça, je vais en parler plus en détail dans une autre vidéo sur quand je vais parler vraiment des sous-groupes. Mais là, je voulais vous partager 3 petites stratégies vraiment simples à mettre en place pour pouvoir aider à éviter ou à réduire du moins le nombre de questions pendant une période d'atelier. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous êtes absolument en sous-groupe, mais c'est bien d'entraîner les élèves à faire ce genre d'organisation-là pour que lorsqu'on a un sous-groupe, les enfants sont déjà habitués.
La première, c'est, par exemple, si un atelier comporte plusieurs étapes, par exemple, vous avez mis un ensemble de cartes à tâches puis un jeu de maths parce que c'était pas assez long sinon, ben moi, je l'écris sur un post-it. 1, ensemble de cartes à tâches, 2, correction, 3, jeu de maths et je le mets dans le panier d'atelier. Comme ça, les élèves, je m'excuse, Miko veut de l'attention. Comme ça, les élèves n'ont pas à aller, dans le fond, venir me demander, Mme Karine, j'ai fini, qu'est-ce que je fais après? Ensuite, l'autre stratégie que j'utilise, c'est au niveau de la consigne du nombre d'élèves. Donc, certains ateliers, comme je vous disais, qui se font parfois les 4 élèves, parfois en diade ou encore seul, bien, je le fais sur un post-it. Donc, j'écris, par exemple, si l'atelier se fait de façon individuelle, je mets un bonhomme allumette. Si l'atelier se fait en équipe de 2, je mets 2 bonhommes allumettes, et ainsi de suite. Donc, les élèves ont un repère facile à voir dans le panier. Finalement, toutes les feuilles qu'on accumule, où si je mets ça, où je range ça. Donc, par exemple, moi, mes élèves ont un duotang seulement pour les ateliers et les cartes à tâches. Donc, ils vont tout de suite aller tout mettre là-dedans sans avoir à me poser de questions. Ce que ça permet, c'est que moi, je peux les ramasser pour faire un suivi des ateliers ou des cartes à tâches qui ont été faites. Finalement, je la donne, cette formation-là, beaucoup plus en détail. Là. Ça me prend plus que 11 minutes. Là. Mais souvent, les questions des enseignants, c'est « OK, mais ça ressemble à quoi pour de vrai, concrètement, quand tu veux, par exemple, le faire? » Fait que dans le fond, je commence toujours la semaine d'avant ma série d'ateliers. C'est là que je choisis mes ateliers, comme je vous ai dit tantôt. Ensuite, je place mes périodes dans ma semaine. C'est rare que je fais des ateliers l'avant-midi parce que c'est là que mes élèves sont le plus en forme, donc j'en profite pour aller enseigner. Ce qui veut dire que, par exemple, si je commence le lundi, mais ma première période d'atelier va être en après-midi, ce qui me laisse la matinée pour installer mes jeux dans mes tiroirs. Ensuite, pour former mes équipes. Donc, souvent, je prends mes bâtons de pige, puis je les distribue sur mon bureau et je les écris avec un crayon façable sur une étiquette. Et ça me permet aussi de préparer les post-it de consignes, là, si jamais j'en ai à faire. Puis ça me permet aussi d'expliquer au besoin les ateliers que j'ai besoin. D'expliquer au préalable. Voilà. Finalement, une fois que tout ça s'est placé, donc souvent je vais faire ça soit dans la récréation, au dîner ou à ma période libre, ben là vient le temps de le faire pour de vrai. Donc quand je mets mes élèves en période atelier, je suis toujours la dernière debout et je m'assure que tout le monde est bien installé, surtout pour la première période d'une série. Et je m'assois la dernière et c'est là que je vais débuter le chrono. Moi j'utilise Classroom Screen, ça fonctionne avec mon TNI et je fais face à tout mon groupe, même si j'ai un sous-groupe avec moi. Dans le fond, c'est ce qui met fin à cette courte mais vidéo efficace-là sur, dans le fond, pas la mise en place, mais les stratégies pour aller un petit peu plus loin dans les ateliers. Dans le fond, ce qui s'en vient, c'est que j'aimerais aussi faire une vidéo sur vraiment les sous-groupes, vraiment de façon précise, la planification, le matériel et d'autres stratégies de gestion. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Bye!